Attention, le langage contenu dans ce balado pourrait ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada audio. Ici Michaël Jean. Qui sont ces jeunes à la peau noire qui ne sont de nulle part ailleurs qu'ici? Leurs parents d'origine haïtienne leur ont légué le créole qui ajoute du piquant et de la cadence à leur parler québécois. Il arrive aussi qu'ils soient fascinés par la culture afro-américaine et par sa langue. À cheval sur plusieurs valeurs, ils sont un monde en soi, pas toujours évident, pas toujours facile à porter. Ces jeunes se sentent souvent incompris et la proie de préjugés très coriaces. Ces jeunes, c'est par eux que le rap est arrivé au Québec. Saint-Michel est un de ces quartiers montréalais dans le nord-est de la ville où on retrouve beaucoup de jeunes Québécois d'origine haïtienne. C'est un quartier populaire où se sont installés en masse les Haïtiens qui ont fui la dictature de Baby Doc dans les années 1980. Mais Saint-Michel, c'est surtout, dans l'optique de ce qui nous intéresse aujourd'hui, un des lieux de naissance du rap québécois. Dis-moi, t'es-tu pressé? Non, je te dédie ma Parfait, journée. parce que je ferais peut-être comme juste Mosaïen. Oui. À l'été 2017, j'étais dans un studio de son dans Hochelaga Maisonneuve. J'interviewais Jenny Salgado, que tout le monde connaît sous le nom de J. Kill, la rappeuse du groupe Mosaïen. J'avais seulement besoin de sa réaction sur 2 ou 3 sujets, mais finalement, notre rencontre a duré 2 heures. Non, mais j'imaginais ça, puis j'étais comme, le tantôt, j'étais comme, je vais monter ça, je vais faire un podcast avec ça, tu sais. Oh my God. Parce qu'en jasant avec elle, c'est comme si je plongeais dans les détails d'une histoire qui me fascine, une histoire que je pensais connaître. Mais visiblement, il me restait à apprendre encore beaucoup de ces petites histoires qui font la grande histoire du rap francophone d'ici. 67 Saint-Michel. Je viens, le rap d'ici. Saint-Michel, première partie. Saint-Michel. Je m'appelle Olivier Bourmas, je suis journaliste et depuis tout petit, je suis fan de rap québécois. Pour partir sur les traces de l'histoire du rap d'ici, j'ai appelé le gars avec qui je parle le plus souvent de rap, Riff. Ce gars-là, c'est moi, Olivier Boisvert-Magnet, mon vrai nom, journaliste, chroniqueur radio. Et effectivement, je parle de rap depuis très longtemps, depuis que j'ai 12 ans. Premier album que j'ai acheté, c'était celui de Mosaïen, Mentalité Moon Morne. Ça a été le début d'une grande aventure pour moi avec le rap québécois. Dans cette série balado, on parcourt les territoires qui ont forgé l'histoire du rap d'ici. Parce que plusieurs quartiers, plusieurs villes ont joué un rôle important dans cette histoire-là. On s'est donné comme mission d'essayer de comprendre l'ADN, la nature du rap de chacun de ces secteurs-là. On commence avec Saint-Michel. Le hip-hop est une culture qualifiée de colossale. L'art des bombes sur Montréal pour en faire les faire bouger sur un style original. Directement de l'asile 67. C'est comme ça que ça se passe. Quand j'étais à l'école primaire, ma famille était une des rares, si c'est pas la seule famille haïtienne sur la rue Villeray, parce que c'était juste des familles blanches québécoises ou des familles italiennes. C'est vraiment plus tard, peut-être dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, qu'il y a une autre grosse vague, là. Quand je me suis retrouvé à l'école secondaire, j'ai vraiment découvert comme « Oh my God! » J'avais jamais vu autant de noirs. On est à Saint-Michel dans les années 80. Jean-Yves Roux vit une enfance paisible. Il baigne dans la musique de ses parents, du compas, des artistes comme Tabou Combo, Missile 727, de la pop et du Michael Jackson. Comme plusieurs Haïtiens, sa famille est répartie sur le continent américain et il y en a une partie qui habite à New York. C'est là que le membre fondateur de KZ Compilation fait la découverte d'une culture qui va changer sa vie, le hip-hop. Moi, j'ai été exposé à ça pour la première fois à cause de ma famille aux États-Unis. Quand j'avais 12 ans, parce que moi, j'ai de la famille éparpillée sur toute la côte est américaine. Connecticut, Boston, Miami, New York.
Étant donné que le quartier commençait déjà à être très chaud, les premières gangs importantes s'étaient formées dans le quartier au début des années 90, CDP et compagnie. Donc, ma grand-mère, avec qui je vivais à l'époque, voulait pas que je me retrouve dans les problèmes du quartier. Donc, elle me mettait dans un autobus, puis elle me chippait chez mon autre grand-mère du côté de la famille de mon père, à Brooklyn. Comme ça, c'était mieux. Pour question de pas passer l'été avec des amis. Avec des amis douteux dans le quartier. OK. Ouais, donc c'était sa manière à elle là, de me protéger, mais elle n'aurait jamais cru que ça aurait donné un autre résultat. Parce qu'en me retrouvant chez mes cousins à Brooklyn, ben là, je me retrouvais exposé à de la musique que j'entendais pas. Et c'est là que j'ai découvert le rap. Aucune connaissance, même dans une émission de télé, de ça peut être quoi le hip-hop? C'est jamais arrivé. Rien. On est en quelle année, là, à ce moment-là? Là, on est en 1988. En 88. Ouais, j'ai 11 ans. Jamais entendu Rapper's Delight? J'ai jamais Sugar entendu Gang, ça, non? moi, de ma Okay. vie. Okay. Jamais. Et à 11 ans, je découvre le rap. Tous les étés, on allait au moins une couple de fois à New York, tu sais. Donc forcément, on a tout le temps été habités par cette culture, la culture du rap. On la découvrait là-bas, tu sais, nos cousins, tu sais. Nous autres, c'est comme on restait ébahis face à ça parce que c'est comme on se voyait, tu sais, c'est comme wow, ça nous ressemble, ça nous parle, ça parle d'une réalité qu'on connaît, qu'on vit, tu sais. On ramène ça à la maison, puis on a ramené ça au Québec. Parce que le côté international de la ghettoisation est venu nous chercher. 15 names, 150 names, got 100 roses, you got game. Probablement, ce qui a été mon plus grand choc, c'était la danse qui allait avec ça, parce que quand je sortais avec mes cousins, ben, il y avait souvent, évidemment, là, des dance battles, puis ça se faisait dans la rue, avec des gros ghetto blasters, là, des énormes radios avec des cassettes TDK, des bouts de carton qu'ils mettaient à terre. Ça faisait vraiment partie du lifestyle. Le hip-hop, c'était une espèce de culture de la rue. C'est là que les jeunes trouvaient moyen de se rencontrer, puis de faire autre chose qu'être dans des histoires bizarres, parce que ça faisait partie aussi de la réalité d'habiter à Brooklyn. Tu sais, la violence. Tu sais, j'avais certains cousins qui ont fait de la prison. J'ai des cousins que j'ai vus sortir leur gun dans dessous de leur oreiller parce qu'ils avaient des règlements de compte à aller régler. Mais en même temps, bizarrement, je voyais le quartier Saint-Michel se transformer et devenir ce que je voyais déjà à Brooklyn. Les block parties, il y en avait plein à Brooklyn. Les dance battles, les rap battles, les DJ battles, tout se faisait dans les block parties. Et je parlais de ça à mes amis dans le quartier, puis mes amis disaient on devrait en organiser dans le quartier. Puis on a commencé à organiser ça dans les sous-sols de nos maisons. Évidemment, c'était pas évident d'avoir les permissions de nos mères. mais on réussissait toujours à avoir au moins un de nos amis qui réussissait à avoir la permission de sa mère là, pour avoir le sous-sol. Puis on commençait à organiser là, nos house parties, si on peut appeler ça de même. C'est comme ça qu'on les appelait. C'était des petits house parties, mais qui sont devenus des block parties. Parce que quand c'est devenu un block party, c'est-à-dire que c'était plus juste à l'intérieur, c'est que le party, c'était à l'intérieur et à l'extérieur. Fait que t'avais des speakers et dehors et à l'intérieur. Fait qu'à un moment donné, t'avais pas le choix, parce que là, il y avait 30, 40, mais il y avait plus de place dans le sous-sol. Fait qu'on n'avait pas le choix de mettre un speaker dehors, puis là, le monde qui pouvait pas rentrer dansait dehors. Puis c'est comme ça que les block parties ont commencé à Saint-Michel. Est-ce que la police intervenait? Non, non. Non. On avait comme 14 ans, là. OK, ah ouais. Ouais, on était quand même jeunes, 14-15 ans. Fait que à partir de 11h, c'était fini. Pour respecter les couvre-feux. On n'avait pas le choix, là, parce que là, c'est la mère d'un des gars qui tirait sur la plug, puis les tables tournantes tournaient plus, là. À Saint-Michel, nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était party. C'était notre unique objectif, c'était le party. Et c'était vraiment l'atmosphère de la musique rap de cette époque-là. Le gangster rap, qui commençait avec NWA, était pas encore très populaire. Comme DJ Kool Herc dans le Bronx, à qui on attribue la paternité du hip-hop, c'est, au Québec aussi, les DJ, derrière leur platine, qui sont au centre de ces block parties. Et il y avait un visage qui revenait souvent dans Saint-Michel. Aujourd'hui, on le connaît mieux sous son nom de rappeur, le Voyou.
Il y avait un appart sur la rue Bel-Air, voyou, je sais pas si tu te souviens. Oui. Ils ouvraient toutes portes ouvertes, toutes fenêtres ouvertes, ils commençaient à mixer, man. Next thing you know, le quartier était rassemblé là, chez eux. C'est pas mal eu le DJ de Saint-Michel, en fait, là. Le voyou, qui est aujourd'hui décédé, c'est un personnage central de la scène rap de Saint-Michel. Il est passé des block parties à l'avant de la scène. Il a été DJ pour KZ Combination et faisait partie, en tant que rappeur, de la dynastie des Morgniers, qui est en quelque sorte la famille élargie de Mosaïen. Ouais. Moi, c'est le voyou. Voilà qui je suis. Bouge, man! C'est un gars de la rue qui a trempé dans des affaires croches, qui a fait de la prison, avant de travailler à devenir un modèle positif pour les jeunes dans un quartier où c'est facile de dérailler. Un quartier qu'il avait à cœur, comme on peut l'entendre ici dans un reportage du début des années 2000. Tu vois, lui là-bas, c'est pas un noir, mais il porte le t-shirt 67. Ça prouve à quel point le quartier est bien soudé. Tous les gars du quartier, ils ont commencé à parler aussi du 6-7. 67, c'est le célèbre boss qui passe ici, la 67 Saint-Michel. Ça fait partie de la culture, les quartiers criaient leur appartenance, puis leur nom. Puis nous autres, ça a été baptisé 6-7. C'est un pays pour nous, Saint-Michel. Fait que le boss, il traverse le pays, Saint-Michel, tu comprends? 6-7 represent. Come on! 6-7 is about to wreck shit up. Come on! Who the fuck is this? 67 most one. That 6-7 money. 67 money. Dans le pays de Saint-Michel, les shows rap commencent à s'organiser plus sérieusement au début des années 90. Moi, personnellement, le premier rappeur que j'ai vu sur une scène, c'est un show de rap qui était organisé par un centre jeunesse. C'est un show extérieur, avec des danseurs, des gars qui faisaient du breakdance. Fait que moi, j'étais très, très étonné de voir ça. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois la Rock Instigate. La Rock l'Instigate, c'est le pionnier du rap à Saint-Michel. Son vrai nom, c'est Paul Odiger. Il a été travailleur de rue pour la Maison d'Haïti, agent de sécurité à la ville de Montréal. C'est en le voyant sur scène que Jean-Yves Roux, 13 ans, a eu une révélation. 91-92, je sais que c'est dans ce bout-là que j'ai vu la Rock Instigate pour la première fois performer. Puis il est littéralement le pionnier du quartier, lui avec les gars de Technical Sense, qui est un autre groupe quand même important. Les gars rappaient en anglais. La Rock l'Instigate aussi, on aurait bien aimé ça l'entendre raconter sa version des faits, tellement il semble au cœur de la naissance du rap dans le quartier, mais malheureusement, il est décédé il y a une dizaine d'années. Ses premières chansons remontent à 1993, puis ça va motiver, inspirer les jeunes du coin, notamment Jay Kill et son frère, un certain Impost, l'un des rappeurs les plus talentueux et respectés du Québec depuis 2 décennies. Quand j'étais super jeune, j'écrivais des textes pendant que les enfants ils jouaient dehors. Puis ma mère, elle me regardait comme un fou. Elle va jouer dehors, mais j'avais des choses que je voulais partager. J.K., c'est la même chose. Très tôt, elle a pris un magnétophone, puis elle chantait, puis direct, puis on a eu la passion comme ça très, très tôt de vouloir s'exprimer, de vouloir exister, tu sais. Puis je pense que tout le monde a un peu vécu ça dans la même genre de réalité dans le quartier. Le rap était venu nous chercher, tu sais, parce qu'on avait de quoi d'urgent à dire à notre tour. Parce que c'était un mouvement naturel, c'était pas une business encore. C'était pas quelles sont les règles à suivre, les prérequis qu'il faut respecter pour pouvoir réussir à monter les échelons de l'industrie musicale et être respecté par les grands de ce métier. Non, c'était comme juste des kids qui tripaient puis qui brassaient la cage. C'est très différent de quelqu'un qui commence aujourd'hui, tu sais. Le rap à Saint-Michel, à l'époque, ça se passe en anglais, parce que la connexion avec la côte est américaine, et surtout parce qu'au début des années 90, la presque totalité de la production mondiale de rap qui se rend à nos oreilles vient des États-Unis. Probablement que le rap français existait déjà. Moi, quand MC Solar, je voyais un vidéoclip de MC Solar qui jouait sur Musique Plus, je me disais « Ah, c'est cool, c'est cute, mais ça s'arrête là. Moi, c'est la musique de la rue. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est pas les jeux de mots poétiques. Pour nous, le rap français, c'était pas cool. »
En 1993-94, les choses commencent à changer à Saint-Michel. Le mouvement prend de l'ampleur. Et là, les sous-sols des maisons familiales sont rendus un petit peu trop petits. Qu'est-ce qui a changé? C'est surtout quand, le party, on veut continuer le party jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Puis ça fait que là, il y a certains amis qui ont commencé à faire des ententes avec des sous-sols d'église. Puis nous, les MC, c'est là qu'on a commencé notre duo Spike M Psycho, mais on était des maîtres de cérémonie, on animait des soirées. Puis lui, le voyou qui s'appelait DJ Lovey, mais c'est lui qui mixait. Donc on est loin des maisons des mamans. Donc là, il peut se passer toutes sortes de choses que jamais il pourrait se passer dans un sous-sol de maman. Les gens n'auraient même pas osé faire... Exactement, comme boire de l'alcool et avoir des règlements de compte. Impost, qui à l'époque est encore un jeune rappeur, se souvient très bien de ses parties. Quand tu y allais, tu savais que ça allait mal finir. Mais fallait que tu y ailles pareil. Parce que c'était that good, man. C'était comme si l'ambiance était réelle. Imagine la dynamique ici de vivre dans un quartier où tout le monde se retrouve dans le même genre de dégoût pour la société un peu, puis d'être mis à part un peu, puis tout le monde se retrouve quand même entre eux, mais de prendre un temps pour célébrer. Fait qu'imagine le genre de party que ça fait. C'est fou, tu sais. Teenagers after school. Looks like a normal, everyday scene. It is, and it isn't. Turn the camera in another direction, a block away. These teens don't go to class. They're members of Saint-Michel's notorious street gangs. Still, on est vraiment peut-être en 93, 94. C'est vraiment là que le mouvement gang s'est vraiment imposé. On a beaucoup d'amis qui ont pris la décision de rentrer dans les gangs parce que c'est cool. L'argent ne rentrait pas encore en ligne de compte. Puis, ça a eu un impact, évidemment, sur les textes. Moins festif, c'est devenu moins festif et ça a commencé à tourner street, ce qui est normal parce que c'est la réalité du quartier. Comme étant donné que le quartier est devenu un peu plus violent, les policiers sont devenus beaucoup plus agressifs. Là, qu'on avait les policiers constamment sur le dos. Donc, avoir la police sur le dos, se faire arrêter, se faire vérifier pour rien, c'est quelque chose qui est devenu normal dans le quartier. Il y a un épisode très triste qui a marqué ma jeunesse. Je crois que j'avais peut-être 16 ans, 15 ans, 16 ans à l'époque, où à un moment donné, la police de quartier, c'était poste 44 à l'époque. À un moment donné, ils ont fait une descente générale dans le métro Saint-Michel. Puis dès que tu étais noir, on t'arrêtait. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de vérification. Ça s'appelait Opération Mouche Noire. La police de Montréal a effectué une rafle cet après-midi à la station de métro Saint-Michel. 62 jeunes âgés de 17 à 20 ans ont été arrêtés, dont une quinzaine étaient armés d'armes blanches. 25 autres membres du gang CDP seront accusés de flânage. L'opération avait pour but de mettre fin à une vague d'agressions armées. Le poste de police de l'époque, ne sachant pas qui fait quoi, ils sont arrivés au métro Saint-Michel, ils ont bloqué toutes les portes et tout ce qui était jeunes ont été embarqués. C'était ça l'opération Mouche Noire. J'ai appelé Harry Delva, qui était travailleur de rue dans les années 90 à Saint-Michel. Il a vécu la naissance des gangs de rue dans le quartier. C'est que c'était une nouvelle réalité pour tout le monde. C'était une nouvelle réalité pour tout le Québec, qui était propre aux jeunes de la communauté haïtienne. Ces jeunes n'avaient pas nécessairement d'encadrement au niveau de la rue. Il y avait aussi un manque d'encadrement au niveau de la famille, certains parents étant clairement des familles monoparentales et qui, pour une raison ou pour une autre, quittaient chez eux à 5 heures le matin et ils revenaient quand même après 7 heures le soir parce que le voyage pour aller au travail prenait à peu près 1h30, 2 heures, aller 1h30, 2 heures retour. Donc, ces jeunes étaient laissés pour compte. Et c'est ces jeunes qu'on retrouvait à un moment donné autour du métro Saint-Michel, autour des écoles. Et ces jeunes s'étaient en quelque sorte mis en groupe pour pouvoir s'épauler. Et assez souvent, malheureusement, on ne prend pas les bonnes décisions. Ça veut dire on ne prend pas les bons modèles non plus. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort à Saint-Michel. On vous a parlé du 6-7, le 67, mais il y a aussi la couleur bleue qui devient un symbole pour les jeunes du secteur. C'est une façon de marquer un lien d'appartenance, mais aussi une rivalité avec les autres quartiers. Il y avait 4 couleurs.
Il y avait les bleus, qui étaient des CDP, Crackdown Posse, qui est Saint-Michel P9. Les rouges, qui étaient Montréal-Nord, ce qu'on appelle les beaux gars. En créole, nous autres, on les appelait Negbo. Et puis, t'as les Bad Boys, ça, c'est des gars qui étaient en vert, à Rivière-des-Prairies. C'est le modèle américain, là, le bleu et le rouge. Comme Blood versus Crips. Donc là, la guerre qui se faisait entre eux, c'était des jeunes des écoles, OK, qui étaient des wannabes, qui, eux, voulaient vraiment beaucoup plus paraître qu'autre chose. Et par la suite, ceux du crime organisé, que j'appelle les hommes d'affaires criminels, eux, ils faisaient leur beurre. Ils continuaient à vendre leur drogue, ils continuaient à faire des choses. Il y avait des règlements de compte qui se faisaient. Donc ces leaders-là, eux, ils étaient peut-être un ou deux qui, en quelque part, avaient plusieurs lieutenants. Ils étaient à peu près une dizaine. Donc c'est eux qui vraiment faisaient les vols, avaient les armes et ils venaient régler les problèmes qu'il fallait régler. Ah ouais, c'était très violent. Comme les armes à feu n'étaient pas encore très propagées dans les quartiers, tout se faisait à coups de machettes et de longs couteaux. Il y a de la violence dans la rue, mais aussi dans les lieux publics, les salles de spectacle. En fait, il y a beaucoup de shows qui se finissent en règlement de compte. Ne sachant pas exactement comment agir à cette époque, le service de police a fait ce qu'il savait faire. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas savoir qui était qui faisait quoi, malheureusement, on mettait tout le monde dans le même panier. Nous, on est arrivés au nom de la Maison d'Haïti à l'époque, et avec les policiers, on a quand même travaillé ensemble pour pouvoir justement démystifier qui faisait partie des gangs, qui faisait pas partie des gangs. On a été s'asseoir avec eux et on exprimait clairement le désarroi des familles, parce que c'est sûr que certains parents, voyant leur fils arrêté pour rien, se posaient des questions. Donc nous, on a été parlementés et c'est là qu'on a décidé de pouvoir vraiment établir un certain partenariat entre la police, la ville. Avec Harry Delva aux commandes, la Maison d'Haïti ouvre ses portes aux rappeurs. Même chose pour d'autres centres communautaires de Saint-Michel, comme le Centre Jeunesse 2000 ou la Maison des Jeunes de la Grande Porte. Au Centre René Goupil, il y a un autre travailleur social, Saint-Joy Monel, qui joue un rôle de premier plan dans l'organisation de spectacles rap. Il y a aussi quelques églises chrétiennes haïtiennes qui emboîtent le pas, notamment en organisant des événements hip-hop au parc de l'école Joseph-François Perrault. Dans tous les cas, l'idée est de soutenir les initiatives des jeunes pour mieux les encadrer. Ouais. Excusez-nous. Comme je disais tout à l'heure, l'alcool à friction, c'est tout ce qui est coule dans nos veines, Namine, Babancourt, 40% jusqu'à 80%. Namine, you know, word up. Fait que là, on va passer à une autre track. C'était pas seulement des rappers, hein, c'était des talent shows. T'avais des danseurs, des breakers, les b-boys, les DJ. Puis aussi beaucoup de groupes de step dance. Donc beaucoup de groupes de filles qui faisaient des step dance. Je peux littéralement dire que la culture hip-hop a vraiment pris toute son ampleur à travers les centres jeunesse puis les centres communautaires. On était supposé, arriver avec, 2-3 caisses de bière, une parenthèse à tout le monde, mais on nous a dit non, pas ici, j'en veux pas moi ici. Fait que, we're gonna go to the next track, parenthèse. Il était une fois dans le parenthèse, un groupe de pétasses, on fait leur bête. Je te le cacherai pas que la musique, ça nous a tenus éloignés de l'influence des gangs du quartier. Le rap prend déjà beaucoup de place dans la vie de Jean-Yves Roux à l'époque. Il est toujours le Spike dans le duo Spike and Psycho. Mais en 95-96, ça devient encore plus sérieux quand il rencontre Sample et Choubou. Et c'est là que j'ai vu Choubou pour la première fois, qui faisait du ragamuffin, du raga francophone. Puis je trouvais, il est très talentueux. Et puis c'est là que, justement, Sample, il a dit, c'est avec lui que je veux qu'on crée un band créole, rap créole. Puis là, dans ma tête, c'est du rap en créole, vous êtes sûrs, les gars? J'étais pas certain, j'ai dit, bon, regarde, on va voir. Puis ils se sont dit, mais il y a 2 autres gars dans le quartier Saint-Michel qui avaient déjà une réputation d'être des bons rappeurs en créole. Et ils sont allés les chercher aussi dans le fin fond du quartier Saint-Michel. Je savais même pas qui ils étaient. Et après, on a parlé du concept, puis on va être une clique, comme Wu-Tang Clan. Parce que Wu-Tang Clan, c'est littéralement eux qui nous ont influencés à créer un super groupe. KZ Combination. Ah, OK, c'est ça. Ouais.
KZ Combination. KZ Combination, pardon. KZ Combination a connu un petit succès sur la scène du rap montréalais. Nous, on est tous francophones à la base. On rappe en anglais à cause, évidemment, de la culture américaine, mais on est issu d'une immigration francophone qui n'est pas américanisée, qui est proche de sa culture noire antillaise et africaine. Contrairement à la communauté noire anglophone qui est beaucoup plus américanisée parce que tu as une communauté noire qui date évidemment des anciens esclaves qui se sont fuis ici au Canada. Donc ça, c'est pour ça que quand on parle de la réalité noire à Montréal, c'est plusieurs réalités. Ouais. Les communautés noires anglophones ont probablement connu le rap depuis les débuts du rap dans les années 70, contrairement à nous, les jeunes des communautés noires francophones de l'Est, que nous, on l'a connu à travers nos familles aux États-Unis. C'est pour ça que moi, effectivement, dans cette réalité-là, un jeune comme moi qui est né dans les années 70, qui a grandi ici, moi, j'ai grandi purement dans la culture purement haïtienne. C'est au début des années 90 que Casey LMNOP anime la première émission de télé québécoise consacrée au hip-hop sur les ondes de Musique Plus, Rapcité. Casey LMNOP, c'est aussi un rappeur et il a la particularité de rapper en joual, en keb. Casey LMNOP, soudainement, on voit un rappeur du Québec à la télévision, puis ça tourne jouer à la radio commerciale. Puis moi, dans ma tête, ça a été comme un déclic pour moi. Le déclic dont parle Jean-Yves Roux ici, c'est très important. C'est à ce moment-là que KZ Combination délaisse l'anglais pour privilégier un rap en créole et en français. Bref, l'ADN du rap de Saint-Michel prend forme à ce moment-là. Et nos sessions d'écriture, on les faisait toutes ensemble. Ça arrivait jamais qu'il y ait une session d'écriture qu'on était chacun de notre côté. On les faisait toujours ensemble. On avait notre quartier général qui était chez Choubou. Tout se faisait là, les chillings, DJ Lovidi venait avec ses tables tournantes, il mixait. Puis on pouvait passer des nuits blanches à ne faire que ça. Et puis en l'espace d'un été, j'ai arrêté de rapper en anglais, puis je rappais juste en français. Je fais confiance à Spike Spike in my blood. Yeah! On rappait toujours sur des beats américains. On n'avait pas... Notre DJ officiel a toujours été DJ Lovidi, mais là, malheureusement, il rentrait en prison. Nous, on commençait à travailler sur le premier album. Puis c'est là que Choubou nous a dit, je connais un producer qui serait peut-être intéressé à travailler avec nous. Et c'est là qu'on a fait la connaissance de DJ Arg. Ses beats étaient très hardcore, très rough, puis ça fitait avec l'énergie du groupe de l'époque. Ça, c'est Tête Chaud, l'une des plus célèbres chansons de KZ Combination. Chanson au texte, au son très rough, très brut. Ça brasse et ça va jouer beaucoup à Saint-Michel et dans les radios communautaires. C'est la chanson emblématique du premier album de la formation, un album qui s'appelle Combine Lacaille and Carnages. Ça sort en 1997 et c'est un classique du rap à Saint-Michel. Le premier album de KZ Combination, c'est comme du diamant dans du rock. C'est très agressif, c'est vraiment le son de la rue. On était dans la réalité. On faisait partie de la réalité. Donc, nous, on est comme des reporters de guerre. Le reporter de guerre, lui, il est dans la guerre. Tu sais, ça se passe devant lui. Puis nous, on était dedans. Je n'étais pas dans des gangs de rue. Je suis là où se passe l'action des gangs de rue. Quand les gars se tirent dessus, je suis présent. Moi-même, j'ai failli manger des balles.
Spike se dit reporter de guerre, mais il y a certains des membres de KZ qui sont directement impliqués sur le terrain. C'est là-dedans, j'ai grandi dans un quartier où on fait tout nous-mêmes, puis mes gars, mais tu sais, là je peux le dire parce que c'est le passé, je fais partie d'un band où la moitié de mes gars qui sortent de prison, c'est des drug dealers. Fait que c'est des entrepreneurs de la rue. Au nom de la fête, j'aimerais remercier tout le monde qui est venu. J'aimerais remercier Combine Lacaille. J'aimerais remercier Tactical Crew. J'aimerais remercier Rudy. J'aimerais remercier finalement tout le staff de KZ Combination, Entre 94 et 97, KZ fait le tour des écoles et enchaîne les spectacles. Pendant ce temps-là, on commence à voir la naissance d'une vraie scène rap à Saint-Michel. Les groupes, les artistes se multiplient. Je pense à des artistes comme Asile 67, Amalgamate FUO, NDL Coalition, Chamaz, Scandale, La Cellule, La Légion et beaucoup d'autres. Ils se rejoignent pour rapper dans les parcs du quartier, le parc Champ-Doré, le parc Saint-Yvette, le parc Sainte-Lucie. Mais il y a un de ces groupes-là qui va réellement s'imposer. C'est probablement le groupe le plus marquant de Saint-Michel. La ligne de brand à l'époque, c'était le groupe qui a mis Saint-Michel sur la map internationale. Qui a dit ça? Ben, c'était souvent ce qu'on lisait. Non, peut-être pas toi, mais c'était souvent ce qu'on lisait dans les articles ou les communiqués de presse à l'époque. Ben, tu sais, je vais pas le nier non plus, là, tu sais. Je veux dire, ça a été un immense buzz, Mosaïen, là, tu sais. Puis ça continue encore à jouer. Je veux dire, j'ai été dans les Antilles cette année, j'étais en Afrique l'année dernière, puis c'est comme... Les gens, ils connaissent les paroles par cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Je capotais, là, tu sais. C'est comme... Sans prétention, tu sais, mais moi-même, je suis dépassée par les événements, tu sais. Ça a été fort. Faites du bruit pour J.Q. Bon, fait que présentement, on est à l'école Joseph-François Perrault. On est en arrière où est-ce qu'on jouait au basket. C'est un peu le cœur du quartier Saint-Michel, si tu veux, 6-7. Juste de revenir ici, ça fait quelque chose. On voulait vraiment rencontrer Jekyll et Impost sur le terrain de leur école secondaire, Joseph-François Perrault, parce que c'est un lieu marquant pour eux. D'ailleurs, quand on leur parlait, il y avait tout plein de leurs souvenirs qui remontaient à la surface. Là où on est en ce moment, on était là à tous les jours. C'était soit tu avais un ballon dans les mains, tu shootais. Dans l'autre coin, tu avais des freestyle battles. Chacun envoyait ses verses, chacun envoyait ses freestyles. Puis tu avais les gars qu'on connaissait qui faisaient rouler la monnaie. Fait que c'était toute une grande famille, on savait qui était qui faisait quoi. Puis je me rappelle qu'on jouait au basket. Ici, il y avait KZ Combination, puis il y avait nous, Mosaïen. On roulait vraiment ensemble, les deux groupes. Pour moi, ça, c'était la pure fondation de la scène hip-hop du quartier Saint-Michel. Et là, c'est le moment dans le podcast où on vous raconte comment Mosaïen est né. Impost, au milieu des années 90, rappait en anglais, notamment avec ses amis Nara et Blasnez, qui, lui, rappait aussi en espagnol. Et un jour, sa sœur, Jekyll, Jenny, qu'on vous a parlé déjà, faisait un peu de musique et de poésie. Elle a assisté à l'une de leurs sessions de freestyle et elle a décidé d'y ajouter un peu de sa prose, mais en français cette fois-ci. Sac passé, que toutes les têtes au son de la muse se mettent à bouger, que les esprits fusionnent en masse, que les refrains... Mais là, on n'est pas encore rendu à Mosaïen. En fait, ça, c'est le début du Wolfpack, l'ancêtre de Mosaïen. Mosaïen va devenir Mosaïen quelques années plus tard, avec l'ajout de la chanteuse LD1 et du rappeur Dramatique. Chauffé comme la tequila, visage en fila, compétition comme fila, j'ai la fête sans tête comme ces bêtes qui s'excitent. Mais en fait, ma précise, je respecte tes fesses dites. Mais la basse, là c'est haut, parle même pas trop. Et beaucoup plus rapidement qu'on s'y attendait et sans même qu'on s'y attende, tu sais, c'est comme le jeu qu'on jouait s'est transformé en quelque chose de monstre. Puis est venu s'installer sur nos épaules comme une responsabilité, puis comme un mouvement, puis comme une prise de position socioculturelle et politique, un porte-étendard, un porte-voix pour notre communauté. Puis c'est venu prendre dans notre quotidien, puis dans notre horaire, tellement de place, puis d'énergie que c'est devenu notre métier, tu sais. Puis je suis très contente de l'avoir vécu comme ça, en fait, sans savoir ce que ça demande comme sacrifice.
Mosaïen est rapidement entré dans les grandes ligues. En fait, c'est à ce jour le seul, ou à tout le moins un des seuls, groupes de rap québécois à avoir signé une entente avec une maison de disques américaine majeure, un major, Sony BMG. Un quotidien rempli de tourments, les fils de Satan de plus en plus gourmands. Les jours passent doucement, mais même fils effritent vite sous le courant. J'ai l'esprit mourant, j'ai rien à perdre, j'essaie de gagner du temps pour le sauver les avant. Je mes textes en testament. Pas un jour sans... À l'époque, je me rappelle, BMG voulait un dogmatique rue. Il voulait le groupe qui représentait, puis qui œuvrait, puis qui s'exprimait à travers ce truc qu'on appelle le rap. Pour le love de la culture, brûle les mailles comme la sulfure. Le rap pur, pourquoi tu murmures? Le rap j'amène toujours pour l'entertainment. Garde un vibe positif malgré le fait qu'on est tous partis du basement. La flamme éteinte. Et ils sont venus chercher dans Saint-Michel, ils sont venus chercher dans Montréal-Nord. On parle d'une époque où ce sont les maisons de disques qui venaient scruter dans les ghettos pour pouvoir voir s'il y avait un groupe qui pouvait signer. C'était cette belle époque. C'est même pas nous qui allions frapper puis lancer nos démos. Mosaïen n'a pas donné de démos à personne. Là. BMG est venu dire hey, on est intéressés. C'est comme... On écoute le groupe Mosaïen, nouvel album qui vient de sortir, Mentalité Moon Morne. En 1999, Mosaïen lance son premier album. C'est un immense succès critique et populaire. C'est vraiment un excellent disque, vraiment un grand coup de poing, une très belle surprise. La semaine dernière, le disque de Sans Pression était lancé. Cette semaine, c'est Mosaïen. En fait, ces deux groupes-là sont vraiment prêts à faire exploser une nouvelle culture montréalaise. La vie c'est pour ça nous rassembler. La toune qui représente Saint-Michel le plus à mes yeux et qui représente le plus Mosaïen aussi par même, c'est assurément, en tout cas, pour moi, La Vie de Tineg. Ouais, je dirais même le rap québécois en général. Quand c'est sorti en 99, c'était en même temps que l'album de SP ou presque, c'est sorti comme dans la même époque. Puis d'une certaine façon, je me suis toujours demandé pourquoi elle jouait juste à Musique Plus, cette tune-là. Ça avait tellement de potentiel de devenir un hit. Je pense que ça l'est devenu à travers les décennies. Mais je pense qu'au début, on était devant l'inconnu. Puis je dirais que les radios ont été frileuses de la jouer, cette chanson-là. Il y avait de quoi de profondément haïtien dans cette chanson-là, mais dans sa joie de vivre. Ouais. Dans son aspect, c'est la fête, c'est le party, malgré toutes les réalités sombres qui sont décrites dans la chanson. C'est comme... C'est fort, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que ça nous a autant rejoint, autant frappé, puis je dis nous qui étions amateurs de rap, mais pas juste nous. Là. Cette chanson-là, c'est probablement la chanson de rap la plus connue par les non-amateurs de rap au Québec. T'sais, c'est un peu l'équivalent de Still Dre, de Dr. Dre. Genre, puis je me rappelle même mon père, quand j'avais acheté l'album, puis on écoutait cette tune-là, il avait tellement aimé ça. Mon père est 30 ans de plus que moi, puis il est allé voir les spectacles de Mosaïen après. Puis à chaque fois qu'il y a un show retour de Mosaïen, ils reviennent des fois de temps en temps. Toujours front row, en avant, chante les chansons. T'sais, même, j'y ai présenté une poste, là, pour te montrer à quel point il trippe. Fait que, tu sais, ça rejoint tout le monde. Puis, tu sais, ça joue, là, cette chanson-là, elle joue au Centre Bell, elle joue partout, tu sais. C'est juste que, à l'époque, c'était une espèce d'ovni, là. À l'époque, c'était très anglo au Québec, ce qui se faisait. Vous avez fait, on parle comme ça dans la vie de tous les jours, on va rapper comme ça aussi. Comment c'est venu? Ah, mais je suis contente que tu le dises, que tu en parles de... C'est parce que même souvent, quand on parle des groupes qui rappaient avec l'accent d'ici, dès le départ, souvent les gens oublient d'inclure Mosaïen là-dedans, tu sais. Comme si que notre façon de parler puis de rapper n'était pas québécoise, tu sais. Cette espèce de mélange de joual, de français, de créole, puis d'anglais, c'est typiquement québécois, ça aussi, tu sais. On parle beaucoup aujourd'hui aussi du franglais, machin, tout ça, qui est une grande question existentielle, en tout cas. Ça n'a pas été inventé en 2013. Non, ça n'a même pas été inventé, pour te dire. Le franglais, c'est quelque chose qui est naturel, tu sais. Toute la réalité sociale dans laquelle vivaient à l'époque les jeunes rappeurs, ça fait en sorte que c'est ça le langage naturel. Tu sais, le langage de Saint-Michel, moi j'ai grandi dans Saint-Michel, le langage que j'emploie, c'est le langage de Saint-Michel. Tu sais, on se reconnaît, c'est typiquement québécois, c'est typiquement montréalais. Il y avait un statement à faire ça.
Tu sais quoi, à l'époque, c'était même pas un statement, c'était juste, on était real. Et c'est les gens qui l'ont remarqué, puis qui l'ont apprécié, puis qui l'ont applaudi, puis qui ont fait comme « yeah, ça c'est nous ». Puis que c'est devenu un statement à notre insu, tu comprends? Puis qu'on a continué à le porter, en dépit de tout, tu sais, avec tout ou en dépit de tout, je veux dire, que ce soit applaudi ou que ce soit reproché, parce qu'on se les fait reprocher aussi. Bon, je me le fais encore reprocher. Aussitôt que je mets un mot d'anglais dans une phrase, c'est comme... Bon, la Vlaque se prend pour une Américaine, elle perd sa culture. C'est comme, please, tu sais, c'est comme... Je peux me permettre de dire que j'ai donné dans le respect de la langue française, puis dans comment jouer avec la langue française. Je pense que j'ai donné dans le domaine, là, tu sais, de parsemer tout ça de quelques mots d'anglais parce que cette réalité linguistique existe. Je pense que je fais de tort à personne, là. Au contraire, je pense que quand tu respectes cette réalité linguistique qui existe et que tu es capable de pouvoir quand même bien employer la langue française dans tout ce qu'elle est, dans toute sa soi-disant pureté, tu sais, parce que c'est discutable, c'est quoi le pur français? Je pense que c'est encore plus un modèle de qu'est-ce que ça peut être. Je veux dire, un kid de Saint-Michel qui me regarde parler comme lui dans Saint-Michel, mais qui me regarde vraiment bien parler français aussi, se dit « Ah, c'est intéressant ». Donc, je peux rester Saint-Michel, je peux garder mon slang Saint-Michel, puis quand même être intéressé par la langue française, puis pour savoir la respecter, puis la déployer, tu sais. Une femme prend le micro pour parler d'autre chose que de sa sexualité, mais bien des problèmes d'actualité. Tout le monde réagit. Toi et moi, c'est le même combat, mon gars. Alors sur qui tu frontes là? Bon, moi, je pourrais t'apprendre ce que c'est la vie. J'ai marché là où tu ne mettras jamais les pieds, là où le soleil ne s'est pas levé, où le béton fait les gels en plein été. En vérité, tu ne saurais te retrouver à la noirceur des rues à l'heure où tu as peur de ton propre frère, t'as revu l'ardeur. Les quartiers où on entasse le masse des pauvres, les pires des hommes parfois se cachent. Mosaïen avec Casey LMNOP, Sans Pression et Yvon Crevé ont choisi de rapper comme on parle ici au Québec, particulièrement dans leur quartier d'origine. Et ce français-là est devenu d'une certaine façon le langage du rap québécois, son identité. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Tu sais, quand on a été en France la première fois, à La Rochelle, au Franco de La Rochelle, ou bien en tournée avec NTM puis For My People, puis qu'on a commencé à voir qu'ils essayaient de comprendre comment nous on parle, nos slangs montréalais, nos slangs de Saint-Michel puis tout, puis qu'ils voulaient se les imprégner, eux qui sont une scène beaucoup plus énorme que nous, eux ils essayaient d'être comme nous. Hein. C'est ce sentiment de fierté-là, ça va jamais nous quitter. Puis je pense que tout le monde qui vit ici, ils l'ont encore. C'est de partir de rien puis de faire quelque chose. Puis quand tu réussis à le faire, puis que tu changes pas ton identité, tu restes intègre, puis tu dis ça c'est l'identité de Saint-Michel, puis de représenter ça, parce que quand tu vis ici, les gens pensent que tu vas pas y arriver, que tu peux pas, c'est déjà peine perdue pour toi. Mais quand tu réussis à leur prouver que le contraire, il y a de quoi être fier. Puis on a tout le temps revendiqué aussi que ce qu'on est, ce qu'on fait, la valeur qu'on a, c'est le quartier qui l'a créé aussi, tu comprends? Je veux dire, c'est autant le struggle du quartier, de l'existence du quartier, mais c'est aussi la manière de savoir vivre puis de savoir se démerder qu'on a appris dans le quartier, qui nous a permis d'aller aussi loin, puis de se dire qu'il n'y a nulle part au monde où on ne peut pas aller. En fait, Saint-Michel peut aller où il veut. Fait que quand le quartier voit ça, que c'est personnifié, en fait, c'est pas juste dit, c'est pas juste des paroles, ça se fait, ben c'est le quartier au complet qui gagne, tu comprends? Voir Mosaïen rayonner à l'international, c'est une victoire symbolique pour Saint-Michel. Mais en plus, le quartier fait des gains concrets. Le succès de Mosaïen accélère la professionnalisation du rap. Et évidemment, ça fait des petits. Ça crée une génération de rappeurs qui, eux aussi, rêvent grand. Tout le quartier était derrière eux. C'est ça que c'est ma fierté. Ça, c'est de la fierté. C'est comme ça que je me sens fier de voir Mosaïen briller. Jusqu'à maintenant, il brille. Mais il n'y a pas que le rap qui prend de l'ampleur. Les gangs et la violence aussi. Et nécessairement, cette dynamique-là, ça va influencer le rap qui se produit à Saint-Michel. J'ai vécu la rue, là. J'ai vécu à 110%. Donc, quand je dis à 110%, c'est 110%. Il n'y a rien que j'ai pas vu, il n'y a rien que j'ai pas fait. C'est grâce au vécu que j'ai pu commencer à rapper. Puis le vécu vient du quartier. Ouais, 100% Saint-Michel. Mais ça, c'est dans la deuxième partie.
On a eu l'aide pour la recherche sur le quartier Saint-Michel de Capois-la-Mort, historien spécialiste et auteur de l'ouvrage Les Bosses du Québec. Merci à ceux et celles qu'on entend dans les épisodes et à ceux qui nous ont aidés à mieux comprendre le quartier en nous accordant des entrevues éclairantes qui ne sont pas dans le montage, Nas Brock et Paul-Alexis François. Dans cet épisode, on a entendu la musique d'Asile 67, de Technical Sense, de La Rock l'Instigate, de Snagashi, du Voyou, de Mosaïen et de Casey Combination. D'où je viens, le rap d'ici est un balado animé par Olivier Bourmas et Olivier Boivin-Magnan. C'est réalisé par Cédric Chabuel. Et comme on en a encore beaucoup à raconter sur Saint-Michel, on se retrouve dans le 2e épisode. Un balado Radio-Canada audio.